Et je ne sais pas combien il y a de personnes dans la salle ou en visio, mais en tout cas, je crois qu'il y a pas mal d'inscrits à cette réunion et je m'en félicite parce que je pense que c'est une réunion très, très intéressante et je vous félicite et je félicite ceux qui l'ont organisée sur un sujet passionnant qui concerne et qui intéresse les familles, bien entendu. Et donc, c'est avec grand plaisir que nous allons vous écouter. Et pour permettre une meilleure liaison, je vais couper donc mon micro et ma caméra. Et je suis tout oui, comme tout le monde. Je souhaite la bienvenue à tout le monde. On est effectivement nombreux, ce qui prouve l'intérêt et le besoin d'organiser ce type de rencontre. Euh, donc, nous avons en fait choisi ce thème parce que nous avons régulièrement et très souvent des demandes de familles qui souhaitent savoir comment faire. Le thème de la protection de leur fils ou de leur fille est un thème qui inquiète souvent. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas trop comment l'aborder et comment faire. Et donc, il nous a paru très important de pouvoir demander à quelqu'un du métier, donc en l'occurrence Madame Jouandet, qui est donc vice-présidente au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, de venir nous parler de ce sujet, nous éclairer et nous donner des éléments pour pouvoir envisager la protection de nos enfants. Donc, juste pour, préciser que donc, vous êtes tous en liaison directe avec Madame Jouandet maintenant. Vous pourrez poser des questions. Madame Jouandet va dérouler sur un PowerPoint, elle va dérouler le sujet avec les différentes rubriques qu'elle a sélectionnées, qu'elle a préparées. Et pendant ce temps-là, vous pouvez tout à fait poser vos questions sur un chat et nous allons, avec Monsieur Sandrin, nous recueillerons les questions et nous pourrons les transmettre à Jouandet à la fin de son intervention et elle pourra ainsi vous répondre. Voilà. Donc, je vais vous laisser. Alors, aussi, autre chose, la rencontre sera enregistrée, est enregistrée et elle sera ensuite disponible en replay sur le site internet. Il faut qu'on trouve la bonne façon de le faire, mais vous pourrez avoir accès à un replay de ce webinaire. Et en dernière chose aussi, vous aurez à la fin du PowerPoint des adresses utiles qui seront aussi mises sur le site internet pour que vous puissiez les connaître et pouvoir les utiliser. Voilà. Je vous souhaite une très belle réunion. On attend vos questions aussi. Et je remercie beaucoup Madame Jouandet de nous avoir accepté de nous éclairer et de nous informer sur tout ce que nous pouvons savoir et faire pour accompagner nos enfants au mieux. Alors, merci de m'avoir invité. Bonjour à tous. Juste un petit détail technique. Je vais être entourée peut-être de nuisances sonores. Je ne sais pas si vous entendez déjà. Non? Bon, parce que ça a commencé. Si jamais c'est trop compliqué, vous m'en faites part, hein, que je puisse voir si je me mets dans une pièce différente. Mais il y a une fête communale près de chez moi et c'est assez sonore. Je vais vous présenter en fait les mesures de protection des majeurs. En fonction, j'ai voulu l'accès à partir des questions qui avaient été préalablement posées, que ça soit pas trop théorique, mais très pratique pour les familles. Ce que j'ai cru comprendre, c'est que vous étiez dans l'attente d'informations très pratiques. Donc, je vais essayer de dire
répondre le plus possible. Je vais vous donner des informations juridiques. Je vais vous donner aussi une pratique, ma pratique à moi, qui n'est pas de tous les magistrats. Donc, il faudra aussi prendre mon exposé avec voilà, toute la retenue, puisque ce que je vais peut-être dire oralement ne sera peut-être pas pratiqué par peut-être mes collègues par ailleurs. En tout cas, les informations juridiques que je vais vous donner sont des informations que tous les magistrats pratiquent et utilisent pour prendre leurs décisions. Donc, je vais m'appuyer sur le PowerPoint que je vous ai préparé. Alors, moi, je ne le vois pas. Voilà. Alors, j'ai réduit mon intervention aux mesures judiciaires de protection, sachant qu'il y a par ailleurs des mesures plutôt administratives qui sont d'accompagnement social, qui sont exercées par le département, et c'est le département qui est à l'initiative. Il faut savoir que ça existe dès lors qu'on a un majeur protégé et handicapé qui n'a pas les capacités, par exemple, de gérer toutes les allocations sociales dont il peut bénéficier. Il peut y avoir, avant la mise sous protection judiciaire, un accompagnement par le département pour aider cette personne à gérer son budget et à dépenser correctement les allocations dont il pourrait être bénéficiaire. Tel ne sera pas mon propos, puisque ça ne dépend pas du milieu judiciaire. Alors, je vais, et si on pouvait passer sur le slide suivant, vous exposer les mesures de protection. Déjà, vous donner les raisons qui peuvent vous motiver à mettre en place une mesure de protection, sachant qu'il peut y avoir des familles qui se passent totalement de mesures de protection face au handicap de leurs enfants et dont ils n'ont pas besoin. Mais je vous alerte, et mon devoir est de vous alerter aussi, si dans votre quotidien et dans la gestion administrative et financière dont vous devez faire, auquel vous faites face, on ne vous impose pas de mesures de protection, vous verrez qu'il y a aussi des raisons qui ne sont pas pratiques, mais qui sont juridiques et qui s'imposent pour que vous puissiez prendre conscience de l'intérêt de la mise en place d'une telle mesure de protection. Après ces informations-là, je vais vous décrire les degrés de protection qui sont possibles en droit français et qui aboutissent sur l'existence de différentes mesures de protection que je vais vous énumérer, que je vais vous décrire. Ensuite se posera la question de savoir qui sera désigné et qui peut être désigné pour gérer la mesure, comment le juge décide, de manière très pragmatique, vous verrez comment faire la démarche et ensuite comment se déroule la mesure de protection et les liens entre les familles, les associations tutélaires, le mandataire professionnel et le juge des tutelles. Donc, on peut passer au premier slide, au slide suivant, sur pourquoi faire une telle démarche. D'abord, il faut constater un handicap qui peut être un handicap physique avec une altération des facultés corporelles du majeur à protéger.
tout simplement des difficultés à se déplacer, à lire, à écrire, à entendre. Donc, ce handicap physique peut être suffisant, hein, mais doit être nécessaire pour mettre en place une mesure de protection. Nous avons bien sûr d'autres situations, et notamment une altération des facultés mentales d'un majeur, qui consiste à avoir des difficultés pour comprendre une situation et une incapacité à décider de manière autonome. Le principe, c'est que concrètement, l'arrivée à la majorité ne va pas permettre à cette personne de pouvoir décider seule et d'être pleinement en capacité, que ce soit physique ou mentale, d'accéder à cette majorité et d'être autonome et d'être indépendant. Comme je vous l'ai dit, il y a des familles qui font la démarche que très tardivement, puisqu'elles n'ont jamais eu besoin de mettre en place une mesure de protection. Elles sont parfois incitées par des foyers, par des institutions comme des banques, comme des notaires, lorsqu'il y a une succession qu'il faut enregistrer, lorsqu'il y a une vente ou une acquisition immobilière à faire, ou dès lors que vous faites une démarche auprès de la MDPH pour obtenir, par exemple, l'allocation adulte handicapé. Il y a des familles qui prennent cette décision aussi parce qu'elles se rendent compte que au quotidien, il est très difficile d'accompagner leurs enfants majeurs puisqu'il y a une incapacité de se déplacer, une incapacité de lire ou d'écrire. Mais face à cette situation factuelle, il faut prendre conscience que derrière ces enjeux très pragmatiques, il y a des enjeux juridiques. Et je veux insister là-dessus. Car la mesure de protection juridique, qui inquiète beaucoup de familles, puisque ça semble lourd à gérer, avec un juge des tutelles qui va intervenir, avec peut-être des professionnels qui vont intervenir, donc une certaine rigidité derrière qui inquiète, mais c'est l'enjeu juridique qui importe, à savoir que lorsqu'on a un majeur dans sa famille, un enfant que l'on veut protéger, on veut le protéger de sa propre mise en danger par des comportements qui sont inappropriés. Donc, on peut le protéger dans ses relations avec autrui, on peut le protéger dans sa gestion de son patrimoine, s'il est en capacité de travailler et qu'il en ESAT et qu'il obtient un salaire, s'il a un patrimoine qu'il a hérité, et on va le protéger bien sûr vis-à-vis d'autrui, parce que ça peut être une personne qui est en capacité de se déplacer et d'avoir des relations sociales et qui peut être véritablement victime de malveillance d'autrui. Donc le slide suivant, je vais vous expliquer du coup et je vais me parler plus des enjeux juridiques. Il y a d'abord une protection pénale, en matière pénale, dès lors qu'il y a une mise sous protection juridique, que ce soit une curatelle, une tutelle ou une habilitation familiale, n'importe laquelle des trois. Dès lors qu'un majeur qui est sous mesure de protection et qui aurait été victime d'actes de malveillance qui relèvent de la matière pénale, des délits ou des crimes, la vulnérabilité de la victime sera connue de l'institution judiciaire et elle sera prise en compte. On va pouvoir caractériser beaucoup plus facilement, par exemple, un abus de faiblesse, puisque l'abus de faiblesse ne sera pas pareil à caractériser et les éléments de preuve seront beaucoup plus facilités dès lors que l'on sait que la victime est une personne qui n'a pas les pleines capacités cognitives.
De même, lorsque nous avons affaire à une victime qui est un majeur protégé, un délit ou un crime, au délit ou au crime peut être ajoutée une circonstance aggravante de la vulnérabilité de la victime. Donc ça, c'est un élément quand même important puisqu'on ne sait jamais au cours d'une vie si un de nos proches peut être victime de délit ou de crime. Et c'est comme une assurance, il vaut mieux véritablement faire la démarche le plus tôt possible. On ne sait jamais non plus ce que la vie nous réserve et un majeur protégé qui n'a pas la pleine capacité de son discernement peut aussi passer à l'acte et commettre un délit ou commettre un crime. Donc du coup, sa condition de majeur protégé sera connue et que ce soit lors de sa mise en garde à vue, dès lors qu'on décidera de le citer devant un tribunal ou lorsqu'il sera mis en examen dans une mesure d'information, ça ne sera pas possible de le faire sans en avertir la personne qui va gérer la mesure de protection, que ce soit son curateur, son tuteur ou la personne qui est habilitée à gérer la mesure d'habilitation familiale. Et cette personne-là, qui sera informée, pourra faire toutes les démarches pour protéger le majeur de cette procédure, désigner un avocat, par exemple, et pouvoir l'accompagner tout au long de cette procédure qui peut être particulièrement déroutante et anxiogène. Et le plus important, quant à l'issue d'une procédure judiciaire à l'encontre d'un majeur protégé, la peine sera potentiellement réduite car une expertise médicale sera faite dans le cours de l'instruction et de l'enquête pénale et un médecin statuera sur soit une atténuation ou une abolition du discernement et qui aura pour effet soit de considérer que le majeur ne peut pas être condamné, il n'y aura pas de peine, soit que sa peine sera réduite. Donc ça, je parle du pire, mais le pire, on ne sait jamais quand est-ce qu'il pourra arriver. Et donc, c'est un enjeu véritablement important pour les familles de connaître cette protection en matière pénale. En ce qui concerne la vie plus courante, qui est la protection en matière civile, j'ai parlé de la protection du patrimoine du majeur. Dès lors qu'un majeur est en capacité de travailler et aura donc un salaire, ou que s'il est en incapacité de travailler mais qu'il peut hériter d'un patrimoine, il faut aussi pouvoir accompagner ce majeur dans la gestion de son patrimoine. Donc, en fonction de la mesure de protection qui sera mise en place, soit une curatelle, soit une tutelle, les actes de gestion ne pourront être faits qu'avec l'accord du curateur ou du tuteur. Par exemple, tout ce qui est placement, tout ce qui est ouverture d'un nouveau compte bancaire, tout ce qui est emprunt, donation, vente immobilière, tout ce qui touche au patrimoine et qui peut mettre en danger la sécurité financière d'un majeur, d'un curateur, d'un tuteur ou d'une personne habilitée, va permettre véritablement d'accompagner cette gestion patrimoniale. Dans les actes qui pourraient être passés par le majeur dans sa vie courante et qui pourraient lui porter préjudice, signer un devis, par exemple, s'engager vis-à-vis d'un entrepreneur, signer un contrat de travail, s'engager auprès de quelqu'un, lui faire une donation, lui prêter de l'argent, ce genre de choses. Il faut savoir que dès lors qu'il y a une protection civile, une mise sous protection, il y a possibilité de faire annuler cet acte ou d'en réduire les conséquences préjudiciables par une action devant les tribunaux judiciaires. Donc, ça peut être le cas lorsqu'un majeur
a effectué cet acte et qui lui porte préjudice. Même, on peut remonter 2 ans avant la mise en place de la mesure. Donc, un acte particulièrement préjudiciable qui peut vous avoir incité les familles à se dire « Oula, là, il a fait une grosse bêtise, il faut véritablement mettre en place une mesure de protection ». Sachez que si une mesure de protection est mise en place, vous pouvez engager une action devant les tribunaux judiciaires pour annuler cet acte s'il a été réalisé devant 2 ans avant la mise en place de la mesure de protection. Donc voilà, sachant que l'évolution du droit a fait que le droit de vote est toujours préservé pour un majeur protégé. Donc l'enjeu est véritablement, lorsqu'on met en place et qu'on veut mettre en place cette mesure de protection, de savoir en quoi consiste la protection. Car c'est vrai que c'est une mesure qui est parfois lourde à gérer, mais il faut savoir aussi que derrière, les enjeux juridiques sont importants. Et il ne faut pas minimiser cela, puisque voilà, c'est à peu près ce que j'ai listé. Et il faut avoir vraiment conscience de cela, même si vous ne vous retrouvez pas devant une situation factuelle où on vous impose de mettre en place une mesure de protection, où vous pouvez gérer votre enfant sans avoir à mettre en place une mesure de protection. Si une telle mesure n'est pas mise en place, ça peut aussi obérer la suite et que votre enfant, devenu majeur, ne soit pas véritablement bien protégé juridiquement, que ce soit au niveau civil ou pénal. Voilà les informations que je voulais vous donner juridiques et qui sont importantes. Donc, on peut passer sur le slide suivant. En ce qui concerne les enjeux personnels, à côté des enjeux juridiques, il faut savoir aussi que dès lors que nous avons un enfant majeur qui a un handicap, l'accès au dossier médical selon le service de santé, selon le médecin, peut être interdit. Et que face à un majeur, normalement, le secret médical s'impose et que les informations ne peuvent pas être transmises à un tiers. Donc, la mesure de protection va permettre aux familles qui le souhaitent d'avoir accès à ce dossier médical. Alors, en ce qui concerne la santé, c'est le Code de la santé qui s'impose. Le principe que la mise en place d'une mesure de protection n'obère pas et ne doit pas éviter de donner l'information au majeur de son état de santé, des alternatives de soins. Donc ça, c'est un principe qui s'impose, que l'information doit être donnée. Alors bien sûr, toujours en fonction des capacités du majeur, avec la bienveillance qui se doit et sans entraîner de conséquences préjudiciables, de stress qui va se rajouter. Mais le principe est d'adapter l'information et de lui donner un minima cette information. En revanche, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est qu'avec une mesure de tutelle ou une mesure d'habilitation familiale de type général que l'information peut être donnée au tiers qui est désigné. Le curateur, normalement, n'aura pas accès au dossier médical dès lors que le majeur s'y opposerait. Donc ça aussi, c'est très important pour les familles de connaître cette information quant au suivi médical que l'on veut mettre en place et aux capacités du majeur à véritablement décider des soins qu'il doit suivre. En ce qui concerne donc les soins, le principe, c'est que comme l'information, le consentement doit être recherché auprès du majeur protégé, quelle que soit
son handicap et quelle que soit la mesure de protection, que ce soit curatelle, tutelle ou habilitation familiale. En revanche, la différence est faite quant à l'accord que les médecins doivent trouver auprès de la personne désignée. Si on est en tutelle, l'accord du tuteur est nécessaire pour poursuivre un soin, mais pas celle du curateur. Voilà. Et ce n'est que le juge des tutelles n'intervient en matière de soins, et ça c'est très important à savoir, si le majeur qui bénéficie d'une tutelle est quand même en capacité, avec l'information qui lui est donnée, de manière systématique, répétée, de s'opposer à un acte de soin, et que le tuteur considère que cet acte est nécessaire, ce n'est pas le tuteur qui prend la décision. En revanche, le tuteur doit saisir le juge des tutelles qui statue sur les soins à apporter au majeur protégé. Et cette décision s'imposera du coup au médecin. Les autres enjeux personnels sont par exemple la résidence, le lieu de vie, les fréquentations du majeur, les visites de tiers, dès lors que le majeur ne veut pas se déplacer et que ce sont les tiers qui viennent à lui. Le grand principe en droit français est le libre choix du majeur protégé. Quelle que soit la mesure de protection, ça c'est véritablement l'intimité du majeur et que c'est le majeur qui doit décider de son lieu de résidence, des fréquentations et de qui vient le visiter. En revanche, si une difficulté apparaît, c'est la personne qui va être en charge de la mesure de protection qui a un devoir d'alerte du juge des tutelles. Jamais le tuteur ne peut interdire lui seul ou ne peut imposer un lieu de résidence à l'encontre du majeur, ne peut refuser au majeur de fréquenter certaines personnes ou que certaines personnes viennent le visiter. Il doit saisir le juge des tutelles et c'est le juge des tutelles qui statue sur ces difficultés-là. En ce qui concerne la vie de couple, car j'ai vu qu'il y avait des questions sur cela. En ce qui concerne le PACS ou le mariage, pareil, ça relève de l'intimité du majeur. Et c'est le majeur protégé qui va décider, et lui seul, soit de se paxer, soit de se marier. En ce qui concerne le PACS, l'intervention du curateur ou du tuteur intervient pour la signature simplement de la convention. En ce qui concerne le mariage, le tuteur ou le curateur sera simplement tenu informé de la décision prise par le majeur protégé et ce n'est qu'à ce moment-là qu'il pourra former opposition au mariage. Donc le principe, c'est qu'on bien sûr, on ne peut pas imposer un mariage à un majeur protégé, on ne peut pas s'y opposer, sauf dans une procédure particulière qui est l'opposition au mariage après coup. Voilà, on peut aller sur le slide suivant. Alors, après avoir du coup défini les cas où vous auriez vous seriez face à une obligation de mettre en place une mesure de protection ou les raisons qui peuvent vous motiver à mettre en place une mesure de protection, je vais vous indiquer les deux types de mesures qui existent en droit français. Soit une mesure d'assistance, soit une mesure de représentation. La mesure d'assistance, ce sont les cas où il y a un handicap du majeur à protéger, mais que ce handicap n'obère pas la capacité d'agir du majeur. Il est en capacité d'agir. Donc, nous mettons en place simplement une mesure d'assistance qui doit accompagner le majeur dans les actes les plus importants
de sa vie, et notamment les actes de gestion du patrimoine qu'on appelle de disposition. Dans ces cas-là, et nous verrons plus tardivement dans la suite du PowerPoint, qu'est-ce qu'on appelle acte de disposition. Dans ce cas-là, le majeur est toujours en capacité de signer, mais il va devoir recueillir la double signature de son curateur. Voilà. Donc, ça permet ça permet aux familles d'assurer véritablement une protection du patrimoine et que ce patrimoine ne soit pas utilisé à tort et à travers par le majeur protégé, par exemple, ou d'emprunter sans que la famille le sache, ou de vendre des biens immobiliers sans que la famille le sache et que le curateur doit toujours intervenir pour co-signer ce type de décision. En revanche, on met en place une mesure de représentation lorsque le majeur n'est pas du tout en capacité d'agir et ne peut pas apposer sa signature. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas de signature du majeur et la personne qui va être désignée pour le représenter va se substituer entièrement à elle et pour tous les actes va signer à sa place. Alors, quand mettons en place une mesure d'assistance et quand mettons en place une mesure de représentation, comment le juge statue? Le juge va statuer lors d'une audition où il va réunir le majeur protégé, s'il est en capacité d'être entendu, la personne qui a été requérante, ainsi que les membres de la famille ou le cercle amical que le juge va considérer comme nécessaire de réunir en fonction des informations qu'il aura et qu'il aura eues au vu de la requête présentée par la famille. Donc, lors de cette audition, va être lue notamment l'expertise médicale qui sera nécessaire avant tout dépôt de dossier. Une expertise médicale qui sera établie par un médecin agréé par la cour d'appel, par une cour d'appel. Le médecin va du coup visiter le majeur et va établir un rapport où il va identifier les maladies, les handicaps du majeur, va les lister, va expliquer concrètement aussi la vie de tous les jours du majeur. Ça peut être parfois très nécessaire au juge d'avoir cette lecture préalable, puisqu'on se rend compte souvent de la réalité de la vie au quotidien du majeur. Et ensuite, le médecin va donner son avis sur la nécessité soit d'une mesure d'assistance, soit d'une mesure de représentation. Il faut savoir que cet avis est éclairant pour le juge, mais cet avis ne lie pas le juge. Donc, le juge va auditionner le majeur protégé, ainsi que la famille et les amis, et ce n'est que avec cet échange et avec cette information médicale qu'il va trancher, d'abord sur la nécessité ou pas d'une mesure, puisqu'il peut y avoir une requête, mais le majeur protégé peut aussi s'y opposer. Et il y a parfois des moments où, et ça a été mon cas, où j'ai refusé de mettre en place une mesure, puisque l'expertise médicale et l'audition que j'avais du majeur m'ont permis de prendre conscience, ainsi que des échanges avec la famille, du fait que le majeur ne se mettait pas en danger, qu'il n'y avait pas nécessité de mettre en place une mesure. Et tous ces éléments aussi vont permettre au juge de décider, de savoir quel degré de protection mettre en place. Et ça, c'est le principe de proportionnalité. Ne sera pas mis en place une mesure de tutelle et de représentation si simplement une mesure d'assistance est suffisante. Il faut véritablement adapter la mesure aux besoins du majeur protégé et ne pas surprotéger le majeur. Le principe, et le grand principe qui s'impose à tout juge, c'est cette proportionnalité. Le but est de rendre à un moment donné le majeur en pleine capacité
de sortir de la mesure. Donc, une surprotection est surtout à éviter, car il faut pouvoir accompagner le majeur comme il se doit, bien le protéger, mais ne pas le surprotéger. Qu'il soit, s'il est en capacité d'évoluer, de l'accompagner pour qu'à un moment donné, il puisse, si ce n'est pas à 18 ans, si ce n'est pas à 20, si ce n'est pas à 30, peut-être à 40, puisse sortir de la mesure de protection. Donc, le principe, c'est que tout au long de la vie d'un majeur, on adapte la mesure. On peut l'aggraver, on peut l'alléger et on peut faire une main levée. Voilà, on peut passer au slide suivant. Donc, après avoir décidé si une mesure s'impose et quel type de mesure s'impose, l'autre grande question à répondre, c'est qui va être désigné pour gérer la mesure. Il faut savoir que l'avis du majeur, dès lors qu'il peut être entendable, qu'il est en capacité d'être auditionné, puisqu'il y a des expertises qui nous indiquent que le majeur n'est pas du tout en capacité d'échanger et de donner véritablement un point de vue, l'avis du majeur va prévaloir. Le juge doit véritablement s'enquérir auprès du majeur de savoir quel est le lien qu'il chérit le plus, à qui il fait le plus confiance, quelle est la personne envers laquelle il sera plus facile pour le majeur de se tourner, quel est le lien d'affection, mais aussi, on va dire, de sécurité, de proximité territoriale qui va le plus correspondre pour le majeur. Donc, l'avis du majeur prévaut. Cela ne veut pas dire que l'avis du majeur s'impose. Le juge des tutelles doit vérifier si cela correspond véritablement à l'intérêt du majeur. Donc, il va entendre aussi la famille, les amis, et il va vérifier du coup au sein de la famille s'il y a quelqu'un qui est candidat. S'il y a quelqu'un qui est candidat, la priorité est donnée à la famille, sauf si cette désignation est inadaptée au vu d'éléments qui devra être motivé par le juge. Soit, on va dire qu'il y a un contentieux dans la famille et qu'il sera très dur de désigner quelqu'un plus qu'une autre personne. Dans ce cas-là, pour que la structure familiale ne soit pas tendue, et ce, au détriment du majeur protégé. Souvent, les juges des tutelles désignent une personne complètement extérieure à la famille, puisque cette tension-là pourra entraîner véritablement une pression vis-à-vis du majeur. On prend aussi en considération le lieu de vie, on prend en considération la capacité aussi de la personne et du lien familial, la personne qui va être désignée, de pouvoir dire non au majeur. Et ça, c'est très important. Autant on vérifie que la bienveillance sera présente et que le lien de bienveillance est réel, mais on se doit aussi de vérifier que la personne qui sera désignée sera en capacité de refuser au majeur une décision ou de refuser de lui répondre toujours par l'affirmative. Le principe de mesure de protection, c'est d'être en capacité de s'imposer toujours comme un parent adapté, même lorsque le majeur aura 20, 30, 40, 50 ans. Donc ça, c'est quelque chose que l'on vérifie aussi. Si nous ne trouvons pas quelqu'un au sein de la famille, il peut y avoir quelqu'un qui peut aussi se proposer au sein du cercle d'amis. À défaut de tout cela, on va désigner un professionnel, soit une association tutélaire qui regroupe un ensemble de salariés. Mais il faut savoir que lorsqu'on désigne une association tutélaire, la personne qui sera en charge de la mesure peut interchanger en fonction des salariés de cette association tutélaire. Lorsqu'on désigne un mandataire judiciaire, normalement, c'est une personne qui est en libéral, c'est sa profession,
et on nomme, donc on nomme véritablement ce mandataire judiciaire. Et le majeur protégé saura que pendant toute la mesure de protection, à défaut de changer de mandataire, c'est toujours la même personne qui sera désignée. On peut désigner plusieurs personnes pour prendre en charge la mesure de protection. Donc, que ce soit des co-curateurs, des co-tuteurs ou des personnes qui vont être habilitées à gérer la mesure de protection. On peut faire le distinguo, soit désigner quelqu'un qui va gérer le patrimoine, soit désigner quelqu'un qui va s'occuper plutôt de l'accompagnement personnel, d'être présent physiquement, de vérifier le confort, le bien-être, d'accompagner le majeur dans ses démarches médicales, de vérifier que son domicile est bien tenu, qu'il n'y a pas d'incurie au domicile. Voilà. Il peut y avoir une séparation et une désignation de personnes différentes en fonction des capacités de chacun aussi, du lien affectif et du lieu de vie. On peut aussi désigner des personnes qui ne sont pas sur le terrain constamment et qui ne sont pas en charge de la mesure, mais des personnes qui vont superviser et contrôler la mesure et que l'on désigne des subrogés. Subrogé tuteur ou subrogé curateur, et qui auront en charge de vérifier une fois par an la gestion financière et du patrimoine, vérifier qu'il n'y a pas de malversation, et vérifier aussi, il devra être tenu, informé par le curateur ou le tuteur des grandes décisions qui vont toucher la vie au quotidien du majeur. Donc, il aura une fonction de contrôleur, à savoir que s'il considère que la gestion n'est pas faite correctement par le curateur ou le tuteur, il peut en aviser le juge des tutelles qui, du coup, se saisira du dossier et sûrement prendra la décision d'auditionner tout le monde pour vérifier ce qu'il en est. Donc ça, c'est important aussi, si la personne ne veut pas se mettre en avant, d'être simplement désignée subrogée, car cette personne pourra être tenue informée, avoir accès au dossier du majeur et avoir cette mission de contrôle. Il faut savoir que toutes les personnes, hormis les professionnels, devront exercer cette mission de manière bénévole. Donc, aucune rémunération ne pourra être appelée sur le budget du majeur. Ce n'est véritablement et qu'avec l'accord du juge des tutelles qu'il peut y avoir des défraiements, mais exceptionnels. Mais jamais aucun revenu systématique. Seuls les professionnels sont rémunérés et les professionnels sont rémunérés en fonction des revenus du majeur à protéger d'une part et de la mission qu'il doit remplir. La rémunération ne sera pas la même en fonction de si c'est une curatelle ou une tutelle. Voilà, on peut passer au slide suivant. Je regarde l'heure, je ne sais pas si je vais trop vite. Vous me le dites, hein, aussi peut-être. Ou lentement. Ça va le rythme? Alors, je vais rentrer dans le vif des mesures juridiques. Je vais vous parler de la mesure d'assistance qu'on appelle curatelle. Donc, il y a la curatelle simple, c'est la première mesure, la mesure la moins protectrice, celle que l'on réserve aux personnes qui sont véritablement en pleine capacité de gérer leur quotidien et qu'il y a simplement une alerte peut-être dans la gestion du patrimoine, des familles qui sont inquiètes de possibles, on va dire, manipulations d'autrui ou de vulnérabilité et du caractère peut-être dispendieux du majeur et que du coup, cette mesure d'assistance simple ne va pas du tout obérer le quotidien du majeur qui va être en pleine capacité de gérer sa vie courante sans tout seul.
il pourra signer un contrat de travail, un bail, il pourra payer ses factures, il pourra gérer son compte courant. Il n'aura simplement besoin d'une co-signature de son curateur que s'il veut emprunter, s'il veut donner, s'il veut vendre un bien immobilier ou il veut retirer des placements financiers. Donc ça, c'est véritablement la première protection et la plus allégée. Dans la mesure d'assistance, dès lors que les familles constatent que le majeur est en capacité de comprendre et de signer, mais qu'il fait vraiment n'importe quoi au niveau du budget, qu'il ne sait pas gérer un budget convenablement ou qu'il n'a pas encore la pleine capacité, qu'il faut l'accompagner, qu'il faut le former, on peut mettre en place une curatelle renforcée. Et concrètement, le curateur va établir le budget mensuel avec le majeur, va établir les dépenses fixes, ses frais de logement, ses frais d'assurance, ses frais d'électricité, de téléphonie. Et du coup, en fonction des revenus du majeur, va déduire une fraction de ce budget qu'il va pouvoir donner au majeur protégé pour financer sa vie au quotidien, se nourrir, se vêtir et s'offrir ses loisirs. Ce qui veut dire que ce qui est essentiel, à savoir un toit, va être véritablement être assuré pour le majeur, puisque c'est le curateur qui va gérer véritablement les dépenses essentielles, à savoir par exemple le logement, l'assurance et les factures électriques et de gaz. Donc va devoir être ouvert deux comptes, un compte sur lequel le curateur va gérer tous les prélèvements et les dépenses nécessaires à la vie du majeur, et sur un autre compte, il va verser le reliquat sur lequel le majeur va pouvoir avoir accès pour payer, faire ses courses, se vêtir et s'offrir des loisirs. Donc voilà en quoi consiste la curatelle renforcée. On va passer sur le slide suivant, sur la mesure de représentation, à savoir la tutelle ou l'habilitation familiale. Alors, je ne vous parle pas de l'habilitation familiale en mesure d'assistance, qui potentiellement et juridiquement est possible, mais que dans les faits, très peu de juges des tutelles le pratiquent. Alors, vous verrez avec le juge devant lequel vous passerez s'il le pratique ou pas. Nous ne le pratiquons pas dans notre tribunal, car si l'on veut mettre en place une habilitation familiale de type assistance, il faut que l'on mette dans le jugement, que l'on liste tous les actes et identifier tous les actes pour lesquels une co-signature est nécessaire. C'est-à-dire identifier, imaginer les actes pour lesquels la personne qui sera en charge de la mesure d'habilitation doit apposer sa signature à côté de celle du majeur. Donc, c'est une source de complications pour les familles et pour le majeur protégé, ainsi que pour les institutions. Donc, on ne met pas en place ce type de mesures. On réserve l'habilitation familiale pour les mesures de représentation. Donc, je vous en parlerai simplement pour les mesures de représentation. Mais sachez que c'est possible, normalement, juridiquement, mesure d'assistance. Donc, c'est une mesure qui existe depuis la fin de 2015 et qui est réservée simplement aux familles proches. Donc, il faut que le requérant soit un ascendant, un descendant, un conjoint, un frère ou une sœur du majeur. Et il est nécessaire que dans la famille, le cercle familial, qu'il y ait une bonne entente, qu'il n'y ait pas du tout de conflit. C'est pourquoi on demande, et généralement, nous, dans la pratique que l'on fait au tribunal de Saint-Germain, on essaye de convoquer l'ensemble de la famille, le cercle familial, pour vérifier en effet que tout le monde
habilitation familiale. Bah oui, mais Là, je pense qu'il y a des micros qui se sont mis. C'est bon, vous pouvez continuer. Euh, donc, nous faisons en sorte d'entendre le cercle restreint familial, ascendant, descendant, conjoint, fratrie, pour vérifier, même si on a parfois des lettres d'intention dans les dossiers comme quoi une personne est d'accord pour désigner une autre personne en matière d'habilitation familiale, souvent les familles ne savent pas de quoi ça retourne. Donc, nous préférons demander aux personnes de se déplacer. Alors, ça a un coût, bien sûr, ça prend du temps. Des fois, on revient de loin, mais ça montre aussi au juge que la famille est présente, s'intéresse à l'avenir du majeur, et nous pouvons constater en effet qu'il n'y a pas de discorde, mais surtout donner l'information. Pour quelles raisons nous vérifions qu'il n'y a pas de discorde. Parce que lorsqu'on met en place une habilitation familiale, il n'y a pas de contrôle qui est fait par le juge des tutelles. Il y a un jugement qui va être fait, et ce jugement est très important pour vérifier la nécessité de mettre en place la mesure, que cette mesure soit adaptée, savoir qui désigner, donc prendre l'avis du majeur à protéger, et aussi se rendre compte du contexte familial, et ça c'est très important, c'est pour ça que la présence est importante. Mais après ce jugement, c'est très facilitateur et très souple pour la famille, puisque la famille va pouvoir gérer, ou la personne qui va être désignée plutôt, va pouvoir gérer la mesure dans l'intérêt bien sûr du majeur, mais sans avoir à requérir l'avis du juge des tutelles. Il n'y a pas d'inventaire à faire, il n'y a pas de compte de gestion à déposer, il n'y a pas d'avis à requérir auprès du juge des tutelles. Donc, la personne habilitée va pouvoir gérer le patrimoine, va pouvoir prendre des décisions pour le majeur à protéger avec beaucoup de souplesse. Et donc, ça, c'est très facilitateur pour les familles. Ça a un danger, hein, puisqu'il le juge des tutelles n'a plus accès au dossier et n'est plus informé de l'évolution de la mesure. Donc, il faut que les familles le sachent et que, du coup, elles soient conscientes qu'il faut véritablement que la famille soit soudée autour du majeur et que ça soit fait dans son intérêt. Les seules exceptions où la personne habilitée va devoir recevoir l'avis du juge, c'est pour la vente du logement, de la résidence principale et secondaire du majeur, dès lors qu'il y aura des donations de son vivant. Et s'il y a un conflit d'intérêts entre le majeur protégé et la personne qui est désignée dans un acte juridique. Voilà, donc ce sont des actes qui sont véritablement peu nombreux. Donc une mesure d'habilitation familiale qu'on décide beaucoup de demandes, hein, on ouvre beaucoup d'habilitation familiale puisque c'est très facilitateur pour les familles. En revanche, dites-vous que s'il y a de compte de gestion qui n'a pas, aucun compte de gestion qui n'a à être déposé auprès du juge des tutelles, le juge des tutelles peut être saisi, informé par un banquier, par un membre de la famille, qu'il y a potentiellement des actes peut-être qui posent question. Et donc, dans ce cas-là, il va convoquer la personne qui est en charge de la mesure et va lui demander de rendre des comptes. Donc, on avertit la personne, lorsqu'on prend le jugement, qu'il a tout intérêt à établir un compte de gestion et à conserver toute trace des opérations avec des justifications, des factures. Puisqu'à tout moment, en revanche, le juge des tutelles peut convoquer la personne et lui demander de rendre des comptes. Dès lors qu'on verrait que la gestion est mal faite, qu'il y a des malversations, qu'il y a une malveillance, à tout moment, le juge des tutelles peut transformer une mesure d'habilitation familiale en tutelle, par exemple, et désigner un tiers. Voilà. La tutelle, c'est en fait une mesure de type représentation qui est plus traditionnelle,
et qui va consister à désigner un tuteur qui va se substituer au majeur dans tous les actes, que ce soit dans sa vie au quotidien, mais aussi des actes de gestion de disposition, et que on va voir dans le slide suivant. Ah non, alors, on le verra après dans le suivi de la mesure. On va faire peut-être le suivi de la mesure et après, ce sera plus judicieux de terminer par les démarches. Donc, comme je vous l'ai dit, le suivi de la mesure en matière d'habilitation familiale par le juge des tutelles, il n'y a pas de suivi. En curatelle simple, une requête devra être faite par le curateur auprès du juge des tutelles simplement pour l'indisponibilité du logement. À savoir que le logement est un lieu de vie, un lieu intime, et c'est, on va dire, une décision très importante pour le majeur. Et donc, le juge des tutelles intervient que à ce moment-là pour vérifier, puisque c'est vraiment la substantifique, on va dire, moelle du majeur, à savoir son lieu de vie, est un élément très protecteur. Donc, le curateur ne pourra pas soit vendre sa résidence, soit résilier un bail sans l'avis du juge des tutelles. En ce qui concerne aussi les ouvertures de comptes bancaires, dès lors que c'est un établissement bancaire qui n'avait pas été initialement décidé par le majeur, tous nouveaux comptes bancaires doivent être autorisés par le juge des tutelles. En matière de curatelle renforcée, il faut d'abord prioritairement établir un inventaire du patrimoine, à savoir lister l'ensemble de ses comptes bancaires, l'ensemble de son patrimoine immobilier, s'il y a des biens immobiliers, et ensuite établir annuellement un compte de gestion qui devra être déposé auprès du juge des tutelles. Le compte de gestion liste tous les revenus qui ont été encaissés par le curateur au bénéfice du majeur, et ainsi que toutes les dépenses qui ont été faites au bénéfice du majeur protégé. Ensuite, de même qu'en curatelle simple, les requêtes au juge des tutelles devront être faites pour l'indisponibilité du logement et les ouvertures de nouveaux comptes bancaires. Donc, on voit la différence entre curatelle simple et curatelle renforcée. Ce n'est pas la saisine et les requêtes du juge des tutelles qui changent, c'est simplement l'obligation d'établir un inventaire et d'établir annuellement des comptes de gestion qui va changer vis-à-vis du juge des tutelles. En ce qui concerne la tutelle, l'inventaire et le compte de gestion s'imposent au tuteur. Et en ce qui concerne les requêtes auprès de juges des tutelles, c'est en plus de l'indisponibilité du logement et des nouveaux comptes bancaires, tous les actes de disposition. C'est-à-dire que le tuteur va pouvoir prendre toutes les décisions en matière de gestion du patrimoine pour le majeur sans demander son avis au juge des tutelles, sauf les actes de disposition. Les actes de disposition, c'est ce qui modifie le patrimoine. C'est tout ce qui est placement sur des livrets, des assurances-vie, des retraits de cet argent, c'est-à-dire rapatrier une certaine somme sur des PEL vers le compte courant, de l'assurance-vie vers le compte courant pour alimenter des dépenses au quotidien. Les actes de disposition, c'est aussi tout ce qui est emprunt, tout ce qui est acquisition immobilière. Donc concrètement, la gestion du compte courant est faite par le tuteur sans avoir à demander quoi que ce soit au juge des tutelles. En ce qui concerne en revanche les placements et les acquisitions immobilières, il faudrait demander une décision auprès du juge des tutelles. Voilà.
peut-être encore après le suivi de la démarche. Voilà. Et après, je reviendrai in fine sur la démarche. Alors, les durées des mesures. Dès lors que l'on met en place un jugement d'habilitation familiale, le maximum que l'on met en place, c'est 10 ans. Sachant que traditionnellement, on met 10 ans, mais on peut mettre moins. Voilà. Ça, c'est la durée limite. C'est la durée que l'on pratique, mais pour certaines raisons, notamment, par exemple, les parents veulent être désignés, mais les parents sont d'un certain âge. Ma pratique à moi, c'est si ils ne sont pas volontaires pour donner la mesure, par exemple à la fratrie, je veux bien les désigner, mais une durée plus restreinte, par exemple 5 ans. Voilà. Donc, sachant que la mesure d'habilitation familiale, ça peut aller jusqu'à 10 ans, mais le juge, en fonction d'un contexte familial, peut mettre une durée plus courte. Pour les autres mesures, la curatelle ou la tutelle, le premier jugement, la durée est limitée à 5 ans. Sachant que on peut aussi mettre moins si on voit que c'est une mesure qui va peut-être pas s'imposer aussi longtemps, que le majeur est dans une situation très complexe mais ponctuelle, et que peut-être qu'il va être en capacité dans 3 ans de pouvoir remonter la pente et gérer lui-même. Souvent, c'est le cas lorsqu'il y a une dépression grave, une hospitalisation en psychiatrie, mais qu'il y a capacité à rebondir, on peut mettre moins de 5 ans. Mais la règle générale est 5 ans. En ce qui concerne après le renouvellement, lorsqu'on prend un jugement de renouvellement, on peut renouveler la mesure jusqu'à 20 ans. Maintenant, la durée maximum est de 20 ans. Avant, il y avait des durées très très longues, 30 ans, 40 ans, et ces durées sont illégales maintenant. Le maximum que l'on puisse mettre, c'est 20 ans. Lorsqu'on fait une procédure de renouvellement, il faut que la requête soit accompagnée d'un certificat médical. Comme je vous l'ai dit auparavant, le principe est d'adapter la mesure, et lorsqu'on renouvelle une mesure, on vérifie non seulement la nécessité de reconduire la mesure, mais aussi d'adapter la mesure. Donc on peut alléger la mesure comme on peut aggraver la mesure. Donc on peut passer d'une curatelle simple à une curatelle renforcée, ou d'une curatelle renforcée à une curatelle simple, donc en allégeant, mais aussi on peut passer d'une mesure de curatelle à une mesure de tutelle, ou, si ça va mieux, passer d'une mesure de tutelle à une curatelle. Donc, véritablement, l'audition lors d'une mesure de renouvellement est très importante, puisque ça met à plat la situation et on redémarre à zéro. On vérifie la nécessité pour les années à venir, quel type de mesure on prend et qui désigne. Voilà. La décision qui a été prise avant ne s'impose pas au juge de renouveler à l'identique. Peut-être, alors je ne sais plus le slide suivant. Ah oui, voilà. Alors on va revenir, voilà, sur les démarches. Donc lorsque vous voulez saisir le juge des tutelles, il faut remplir une requête avec le numéro CERFA qui s'affiche sur le slide. Il faut faire établir un certificat médical par un médecin agréé par une cour d'appel. Ce n'est pas nécessairement la cour d'appel du tribunal de proximité que vous allez saisir, mais il faut que ça soit un médecin agréé d'une cour d'appel en France. Il faudra y joindre la copie intégrale de l'acte de naissance du majeur, datant de moins de 3 mois, la copie recto-verso d'un justificatif d'identité de la personne à protéger, de la justificatif d'identité du demandeur, du requérant, ainsi d'une copie du livret de famille du majeur à protéger. Il faut le déposer auprès du tribunal de proximité du lieu de la résidence du majeur à protéger. Et donc, une convocation vous sera envoyée pour une audition. C'est le juge des tutelles qui va
ouvrir la requête et qui va décider, qui va demander au greffe de convoquer telle ou telle personne en fonction de ce qu'il considérera comme opportun. Ensuite, le jugement sera rendu généralement dans le mois de la date de convocation. Le jugement est envoyé par lettre avec accusé-réception. Vous n'aurez pas besoin de revenir au sein du tribunal de proximité. Ce qu'il faut prendre en compte dans vos démarches, c'est que le délai approximatif de l'instruction d'une demande entre le moment où vous déposez la requête et la décision et la réception du jugement, en fonction du tribunal que vous allez saisir, est entre 3 et 6 mois. Ce délai ne comprend pas du coup le délai qui va s'imposer pour obtenir le certificat médical. Ne l'oubliez pas, qui se rajoute du coup à ce délai de l'instruction. Voilà, et donc on vous met en dernier slide potentiellement les structures qui pourraient vous donner de plus amples informations. Sachant que ces structures-là, l'AT92 et l'UDAF 92, ont un financement de l'État afin de pouvoir répondre aux familles. C'est une mission pour eux de donner l'information aux familles sur les mesures de protection. Donc, n'hésitez pas à les contacter, ça fait partie de leur mission. Voilà, je crois que j'en ai fini pour ma présentation. J'espère avoir été claire, avoir un petit peu donné le maximum d'informations en fonction des questionnements qui m'avaient été présentés par l'UNAPI. Merci beaucoup, Madame Jouandet. Je pense que votre exposé était particulièrement clair et didactique. Donc, j'espère que les participants ont vu les bienfaits. Il y a un certain nombre de questions qu'on a notées, qui sont apparues au fur et à mesure de votre exposé. Donc, on va essayer de les regrouper un peu et puis vous transmettre pour que vous puissiez éventuellement répondre, en sachant que on ne traitera pas de cas particuliers. On va essayer de regrouper les choses, les questions sous une forme un peu plus générale. Voilà. Merci. Donc, je commence par une première question qui touche aux modalités de recours. Certaines familles nous disent je ne suis pas en phase avec le juge parce que j'ai été déchu, parce que ai-je un recours contre le juge de tutelle? Alors bien sûr, il y a toujours le droit d'appel dans les 15 jours de la décision. Donc, soit vous pouvez attaquer le jugement d'ouverture ou de renouvellement, soit vous pouvez aussi attaquer les décisions qu'on appelle ordonnances. Ce sont des décisions qui interviennent après un jugement pour l'accompagnement, le suivi de la mesure. Donc, dès lors qu'il y a une requête qui est faite par le curateur ou tuteur pour autoriser un acte, par exemple, le juge statue par ordonnance. Cette ordonnance, donc, autorise ou refuse au tuteur ou curateur à prendre la décision. Cette ordonnance doit être motivée. Mais du coup, il y a possibilité, bien sûr, dans les 15 jours, de faire appel de cette ordonnance auprès de la cour d'appel. L'ordonnance est envoyée donc au curateur et au tuteur avec accusé-réception, et c'est cette accusé-réception qui fait démarrer le délai. Voilà. Une question aussi sur des problématiques de récupération. Mon fils est employé, dont une partie est financée par le conseil départemental. On me dit qu'il ne peut acheter un bien car le conseil départemental pourrait récupérer le bien à son décès. Est-ce vrai?
Je vous entends pas très bien en fait. Je vais parler plus fort. Mon fils est en foyer, une partie est financée par le conseil départemental. On me dit qu'il ne peut acheter un bien car le conseil départemental pourrait récupérer le bien à son décès. Est-ce vrai? Bah, bon, alors moi, j'ai jamais eu ce. Il veut acheter un bien. Oui. En fait, c'est la question de la récupération après le décès de la personne protégée par le conseil départemental. Il y a plusieurs questions qui sont. Ouais, mais l'acquisition ne poserait pas tant de problèmes. Une acquisition d'un bien immobilier, encore faut-il qu'il y ait les finances. Mais si le majeur est accompagné, enfin, à des ressources départementales, enfin, c'est un peu contradictoire. Je ne sais pas à quel niveau le conseil départemental financerait du coup les besoins d'un majeur qui aurait la capacité à acheter un bien immobilier. Alors, je me permets d'intervenir puisque c'est moi qui ai posé la question. Très Donc, bien. mon fils est actuellement en foyer. Donc, il paye sa pension, enfin, il travaille en ESAT, il paye sa pension au foyer. Enfin, il paye sa pension au conseil départemental en Eure-et-Loire, au Trésor public. Et on me dit donc, il a un patrimoine puisque moi, je lui ai fait une donation suite à un héritage que j'ai eu. Mais on me dit qu'il ne peut pas acheter un appartement avec ce patrimoine-là parce que du fait qu'il est en foyer et qu'il y en a une partie qui est prise en charge par le conseil départemental, à son décès, le conseil départemental se servirait, enfin récupérerait, si vous voulez, quelque part l'argent qu'il a payé pour lui de son vivant. Est-ce que j'ai été un peu plus claire? Oui, le conseil départemental va récupérer une partie, mais je ne sais pas en quoi le juge, je ne pense pas que le juge de tutelle pourrait empêcher cette acquisition immobilière parce que c'est un placement et il y a tout intérêt à ce que, enfin, il peut y avoir un meilleur placement dans un bien immobilier que de laisser de l'argent dormir, par exemple, sur un compte. Après, c'est lors de la vente que se posera le problème parce que peut-être, je ne sais pas, mais je sais pas, c'est un tutelle qui a statué là-dessus? Non, mais bon, c'est ce que j'ai entendu dire et enfin, on a eu plusieurs, je dirais, sons de cloche qui nous disent la même chose, quoi. Donc, Je n'ai jamais eu ce cas-là, mais de vive voix, je ne vois pas en quoi cela pourrait poser problème. d'accord. Merci de votre réponse. Merci. Plusieurs parents sont un peu inquiets de devoir justifier sur la justification des dépenses et des recettes en cas de tutelle ou de curatelle. Et les questions, c'est est-ce que réellement il faut aller jusqu'à l'euro près? Et puis, comment se faire aider? Non. Alors déjà, cette obligation d'établir un compte de gestion peut ne pas être imposée hein, auprès des familles par le juge des tutelles. Le juge des tutelles peut, au vu du contexte familial, dispenser cette obligation auprès des familles dès lors que l'on se rend compte qu'il n'y a pas d'enjeu financier réel hein, et que cette gestion administrative va véritablement peser sur la famille. Quand on se rend compte que vraiment la famille hésite à prendre la mesure parce que cette obligation administrative va être vraiment coûteuse pour eux, ils ne savent pas comment ils vont gérer ça. Donc souvent, le juge des tutelles, enfin nous, on prend en compte que l'enjeu pour nous est que le majeur protégé soit bien accompagné, qu'il soit accompagné par la bonne personne et que si cette personne n'est pas vraiment en capacité d'établir un compte de gestion pour une raison ou pour une autre, et qu'il n'y a pas d'enjeu véritablement financier derrière, on peut la dispenser. Ça, c'est déjà important pour le savoir aux familles. Après, le compte de gestion retrace annuellement les opérations et que les opérations courantes, alimentaires, d'argent de vie, les petites dépenses, que ça soit même se vêtir, c'est pas ça qui doit être justifié. Devra être justifié les grosses dépenses et donc conserver les factures lorsqu'il se sera près, qu'on parle de milliers d'euros, hein, à partir de 1 000 euros. Enfin, le problème, c'est que chaque tribunal
à sa pratique. On peut vous demander de justifier au franc prix. Mais ça, voilà. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut être aussi à avoir du bon sens, à savoir que au vu du patrimoine, on voit si une majeure a 1000 euros de revenus, ben pour lui, 100 euros est important. Si on se rend compte qu'il y a des versements de 100 ou 200 euros régulièrement à un tiers, ben là, on va se poser la question. On va poser la question aux familles, à quoi correspond ce versement mensuel, par exemple. Ça sera peut-être pas le cas si le majeur protégé a un salaire plus conséquent et que ce virement ne se fait pas systématiquement. Donc, en fait, l'enjeu, c'est, nous, on fait un contrôle du compte de gestion derrière et on est alerté soit par des dépenses systématiques qui peuvent être relativement modiques mais importantes pour le budget et du coup, qui peuvent être aller à l'encontre de l'intérêt du majeur et on va demander à quoi ça correspond. Soit on va vraiment se cantonner à des dépenses importantes et qui arrivent une fois de temps en temps. Donc voilà, il faut avoir le bon sens, c'est nous permettre de contrôler efficacement les deniers et de gérer les deniers. Je ne sais pas si j'ai été claire. Merci. Plusieurs questions sur l'habilitation familiale. Quand on vieillit, comment la transmettre? Quand l'un des deux mandataires décède, dans le cas d'un partage entre les parents, comment ça se passe? Et troisième question, quand on aurait envie de passer à l'habilitation familiale alors que la mesure actuelle n'est pas encore échue, est-ce que c'est possible? Oui, on peut saisir le juge des tutelles à tout moment pour transformer une mesure qui est déjà établie et transformer en mesure d'habilitation familiale. Voilà. Alors, il y a beaucoup d'inquiétudes de parents, souvent, qui se disent « Ouh là là, quand je vais disparaître, qui va être désigné ?» C'est pour ça qu'il est vraiment judicieux et il faut comprendre que la présence d'une fratrie, si elle existe, ou d'un cercle amical qui est présent et qui voudrait reprendre la mesure, soit présent lors de l'audition, que ça soit d'ouverture ou de renouvellement. Puisque dans ce cas-là, on va voir l'enjeu. Si c'est un couple, je pense que s'il y en a un qui décède, l'autre ne va pas décéder immédiatement. Donc, suite à un décès, s'il y a toujours une personne qui est en charge de la mesure, si on se rend compte qu'elle commence à être âgée, s'il y a un enjeu, on va lui demander de venir, d'être auditionné, et on va l'inciter à être accompagné d'une personne qu'on va pouvoir co-désigner avec elle. Donc, il faut savoir que pour accompagner les familles, on essaye d'inciter les familles à accepter une co-désignation, et notamment les parents. Et à un moment donné, lorsqu'on avance en âge, la préparation de la succession se fait de son vivant et devant le juge des tutelles. Et moi, j'incite, alors bien sûr, il peut y avoir des mandats de protection future, mais c'est quelque chose d'assez complexe. Vous devez passer devant un notaire, ça a un coût. Tandis que si vous passez devant un juge des tutelles, même au cours de la mesure, en disant on commence à vieillir, on aimerait que quelqu'un de la famille soit intégré à la mesure, qu'il soit co-désigné. Ça veut dire que si vous arrive quelque chose, la personne qui est co-désignée va reprendre la mesure. Et ça, c'est quelque chose que moi, je préfère mettre en place, puisque j'aurai entendu préalablement le majeur, qui m'aura donné en effet son consentement à désigner peut-être un tiers ou une fratrie. J'aurais entendu les parents qui font confiance à quelqu'un, un tiers, quelqu'un de la famille, si c'est pas quelqu'un de la fratrie. Donc, ça renforce la décision du juge. Voilà. Donc, moi, j'incite vraiment les familles à saisir le juge des tutelles avant même la fin d'une mesure lorsqu'ils veulent qu'une co-désignation soit faite. Voilà. Ça renforce la mesure et ça permet qu'il n'y ait pas de stress
et qu'il n'y ait pas de charge mentale vis-à-vis des personnes qui accompagnent les majeurs, qui ont déjà face à beaucoup de difficultés. Mais c'est sécurisant. Et pour le juge des tutelles, c'est sécurisant, puisqu'il y aura non pas de cassure dans la mesure de protection, il y aura toujours quelqu'un qui sera désigné. Moi, toujours, je préfère désigner des co-curateurs, des co-tuteurs ou des co-personnes habilitées, puisqu'il suffit d'avoir une indisponibilité, même physique, une hospitalisation, on ne sait jamais, et du coup, le majeur protégé est sans personne. Donc, vraiment, être plusieurs sur une mesure, c'est très important. Merci. Il y a eu plusieurs questions aussi sur l'obligation de mettre ses enfants sous tutelle, notamment quand ils sont encore jeunes. Alors, il y a une question qui concerne deux sœurs d'une vingtaine d'années et qui te pose la question de savoir si on est obligé de mettre ses enfants sous tutelle. Il y a aussi une question concernant une jeune fille de 18 ans. Le dossier d'habilitation familiale est en cours et il voulait savoir si elle est protégée dès ses 18 ans. Je ne sais plus qu'est-ce qu'il y avait d'autre. Et puis, il y avait la question, s'il n'y a pas de protection, est-ce que le handicap est pris au compte au pénal, dans l'hypothèse où il y a une affaire pénale qui affecte le majeur? Bah, non, alors moi, c'est ce que alors je ne vais peut-être pas le répéter, mais c'est ce que j'ai exposé. Il n'y a de protection qu'au jour du jugement. C'est clair, il n'y a pas de protection avant. Il y a potentiellement une protection pendant l'instruction du dossier, s'il y a une urgence à désigner quelqu'un pour faire des opérations particulières. Mais il n'y a strictement aucune protection avant le jour du jugement. En ce qui concerne l'obligation, comme je l'ai dit, il y a des familles qui se passent de toute mesure de protection et que s'ils ne rencontrent pas des démarches administratives et d'institutions qui les obligent à faire cette mesure de protection, vous pouvez passer toute une vie sans mesure de protection. Avec l'enjeu juridique derrière, c'est s'il n'y a pas de mesure de protection, eh bien, il n'y aura pas de mesure de protection au pénal. Hein, faut bien prendre en compte ça. Et il n'y aura pas de mesure de protection au civil. Donc, ce sera beaucoup plus compliqué, puisqu'il faudra vraiment justifier du caractère vulnérable, tandis qu'une mesure de protection rend la vulnérabilité automatiquement caractérisée. Donc ça, il y a vraiment un enjeu. N'importe quelle administration peut refuser, par exemple, de renouveler une carte d'identité. Si le majeur ne peut pas se déplacer, ne peut pas signer. Je veux dire, la confection, le renouvellement d'une carte d'identité peut être refusé si l'administration voit qu'il n'y a personne en face d'elle ou que la personne n'est pas en capacité de signer. Elle pourra refuser de renouveler une pièce d'identité. Donc, il n'y a aucune obligation juridique, mais dans les faits, voilà. Il y avait deux questions aussi concernant la curatelle gérée par un mandataire judiciaire. Donc, quel contrôle les proches du majeur protégé peuvent avoir ou peuvent exercer? Et la deuxième question, c'est est-ce que le mandataire judiciaire, dans le cadre d'une curatelle renforcée, est tenu de s'occuper aussi du bien-être de la personne protégée, c'est-à-dire le suivi médical, les logements, enfin, voilà. Alors, si la curatelle a été établie à la fois sur le patrimoine et sur la personne, l'accompagnement, le bien-être s'impose au mandataire. Si c'est simplement une mesure d'assistance pour gérer le patrimoine, le curateur ou le mandataire n'aura aucune obligation d'accompagner et de vérifier le bien-être du majeur protégé. Lorsque la famille n'est pas intégrée à la mesure de protection, c'est-à-dire qu'aucune personne de la famille n'a été désignée co-tuteur ou curateur ou subrogé.
il faut savoir que le juge des tutelles n'a aucune obligation de leur rendre compte et que le mandataire n'a aucune obligation de leur rendre compte. Ça, il faut le savoir. C'est très important. Et que pour avoir accès au dossier juridique du majeur protégé qui est archivé au sein du tribunal de proximité, dans ce cas-là, il faut justifier d'un intérêt à agir, à venir vérifier, à venir consulter le dossier. Donc, moi, lorsque j'ai des familles qui ne sont pas impliquées dans la mesure et qui veulent vérifier comment ça se passe, je leur demande de me justifier d'un intérêt. Et que souvent, je refuse. Puisqu'en fait, c'est facile après coup. Aussi, et il faut que les familles prennent conscience, soit elles veulent s'engager véritablement, et donc elles sont co-tuteurs ou curateurs. Si elles ne veulent pas, si c'est trop compliqué pour elles, mais comment elles soient désignées dans la protection de la personne, qui est un accompagnement personnel, et donc si elles sont désignées, elles sont en capacité de prendre connaissance de ce qui se passe dans le dossier et d'être en lien avec le juge des tutelles et le mandataire. Si elles ne veulent pas être véritablement co-désignées, elles peuvent être simplement subrogées parce qu'elles veulent véritablement quand même, elles sont impliquées dans les mesures, elles veulent surveiller. Donc là, il y a cette possibilité, c'est le cas de subrogé. Merci. Une autre question sur la problématique des obligations de saisir le juge pour des préarrangements funéraires. Est-ce que c'est un acte de disposition, préarrangement funéraire au profit du major protégé? Alors, la mesure de protection tombe au décès du majeur. Là, c'est Donc, préarrangement, c'est donc c'est avant. C'est les contrats d'obsèques à l'avance, si j'ai bien compris. Ah, les obsèques. Et alors, du coup, j'ai pas compris. Alors. La question, c'est est-ce qu'il faut saisir le juge pour avoir l'accord ou est-ce que le tuteur, le curateur, l'habilitation familiale, de suffit? gestion des conventions de... Non. Parfait. Et une question. C'est moi qui excusez, c'est moi qui ai posé la question. Vu que j'habite au Québec, là, nous, au Québec, enfin en Amérique du Nord, il y a des préarrangements funéraires qui sont faits, là. Par exemple, en France, il y a Rock Éclair qui fait des préarrangements. C'est soit le protégé va devoir payer tant par mois, soit c'est une somme d'argent assez conséquente qui va être déboursée. Comme ça, au décès du major protégé, comme la tutelle tombe, Oui, au convention obsèque. major protégé, tout est pris en compte et puis il n'y a plus rien à régler. Vu que c'est moi qui habite au Canada, là, au moins on sait que ça va être fait. Et puis voilà, parce que c'est quand même des dépenses assez conséquentes. Ça peut aller entre 5 à 7 000 euros, dépendamment s'il y a une inhumation ou s'il y a une crémation. Tout ça, ça va prendre en compte, bien sûr, là. Puis la somme est versée, la famille, on se libère du stress énorme. Alors, c'est C'est pour la ça convention. que je posais la question. La convention obsèque en matière de curatelle, il faut simplement la co-signature du majeur et du curateur. En ce qui concerne la tutelle, parfois, ça dépendra de l'analyse du juge des tutelles, mais si la somme est importante, autant faire une requête auprès du juge des tutelles pour qu'il vous valide la signature d'une convention obsèque. Merci. Je vois une des dernières questions, peut-être pas la dernière totalement. Combien un tuteur professionnel et qui fixe le coût? La rémunération du tuteur? Rémunération du tuteur, qui la fixe? Alors, je l'ai dit, c'est en fonction d'une grille indiciaire, c'est en fonction des revenus du majeur, des revenus du majeur protégé. Voilà. Donc, c'est une grille indiciaire qui s'applique, Okay. qui est établie par décret. Parfait, merci. Il y avait une question aussi qui concernait une problématique. En fait, quand les parents de la personne protégée sont séparés et que c'est l'un des parents qui a la tutelle et pas l'autre, quels sont les droits de l'autre parent pour intervenir
dans une décision, par exemple un changement de foyer ou une décision qui concerne la personne protégée? Bah, aucune, hein. Si le parent n'est pas dans la mesure, il reste parent, mais Il ne peut pas intervenir. majeur. Donc, l'intérêt d'une mesure de protection, c'est que les parents soient à nouveau reconnus et tous les deux, voilà, dans l'accompagnement de l'enfant. Après, je veux dire, un parent peut alerter le juge des tutelles. Moi, on reçoit des courriers, voilà, et en fait, chaque courrier est traité. Ça peut aussi nous alerter sur la bonne gestion ou la façon dont les décisions sont prises par un des parents. Voilà, et on jugera de l'opportunité à auditionner le parent. Donc, même si un des parents n'est pas dans la mesure, euh, vous, vous pouvez écrire au juge des tutelles. D'accord? Voilà. Hein, à tout moment, même si vous n'êtes pas dans la mesure, vous avez tout loisir de saisir le juge des tutelles. Après, le juge des tutelles verra voilà, si c'est l'opportunité d'auditionner l'autre parent, s'il y a un conflit. Parce que il faut savoir que le juge des tutelles essaye d'éviter de rentrer dans un conflit parental et que l'intérêt qui doit être privilégié, c'est véritablement l'intérêt du majeur protégé. Donc, le juge des tutelles ne rentrera jamais dans un conflit parental s'il voit qu'il va être manipulé par la famille, il rejettera toute demande. Voilà. Écoutez, je crois qu'on a abordé à peu près l'ensemble des questionnements et des, des- des- des personnes qui vous ont écouté. Je pense que, bon, en tout cas, je crois que tous les participants ont été intéressés et surtout ont noté la clarté de votre propos et de ce que de tout ça, et la clarté des explications. Donc, je vous remercie au nom de tous les participants. Euh, donc, je redis que nous allons envoyer le PowerPoint par mail à tous les participants. Je pense que donc vous avez à la fin du PowerPoint, vous aviez des contacts que vous pouvez solliciter pour faire vos démarches ou pour vous faire accompagner. Et puis je pense qu'il y a aussi près de chez vous des juges que vous pouvez saisir en fonction des problématiques que vous avez. Oui, enfin, le message que je veux donner aux familles, s'il y a quelque chose à retenir, c'est que le juge des tutelles est un juge de proximité. Bon, on a chacun notre personnalité, mais la façon dont j'ai exposé la philosophie des mesures s'impose à tout magistrat. Le principe, c'est vraiment d'écouter les besoins. Et la première chose et la première question que je pose, moi, c'est quelle est la situation, premièrement, et quels sont vos besoins? Voilà. Et donc, on essaye d'adapter la mesure aux besoins du majeur à protéger, mais aussi à l'organisation familiale. Le juge des tutelles, son intérêt, c'est que tout roule, pour le dire clairement, c'est d'être certaine que le majeur sera bien accompagné, qu'il y aura à la fois cette bienveillance, mais aussi cette capacité à protéger et à dire non. Donc ça, c'est aussi important de l'entendre vis-à-vis des familles, et que je sois certaine que je donne la mesure à quelqu'un qui, pendant la durée de la mesure, va pouvoir l'accompagner jusqu'à son terme de la durée. Donc, quand j'interpelle des familles avec des parents qui commencent à être âgés, c'est dur à entendre, mais c'est le devoir du juge des tutelles
d'être certain que pendant la durée de la mesure, la personne qui va être désignée va pouvoir l'accompagner. Voilà. Et plus on avance en âge, plus on peut avoir des risques d'indisponibilité pour une raison ou pour une autre. Donc ça, c'est très important. Une mesure de protection accompagne au maximum les familles et le majeur. À tout moment, on peut les faire évoluer. À tout moment, le juge peut entendre qu'une situation a changé, il n'y a aucun jugement moral qu'on porte. Si on est en capacité de prendre la mesure, si on n'est pas en capacité, il n'y a aucun jugement moral. Donc, nous, ce que l'on veut, c'est que ça soit clair et que les familles nous délivrent un message clair et honnête pour que le majeur puisse être véritablement bien accompagné. Donc, dites-vous que, voilà, un bon magistrat, en quelque sorte, ne va pas vous juger. Il va véritablement adapter la mesure aux besoins du majeur et de la famille. Voilà. Et le dernier mot, c'est que une mesure de protection est vraiment nécessaire. Voilà. Même si ça semble lourd, ce que j'ai dit en introduction, il y a vraiment des enjeux derrière juridiques, juridiques et financiers qui sont très importants, et n'obérez pas cet aspect, malgré le fait que c'est peut-être lourd, c'est une démarche administrative, mais que l'habilitation familiale vous permet d'avoir cette souplesse. Voilà. J'alerte aussi les familles. Engagez-vous, puisqu'on a un vrai problème de recrutement des mandataires professionnels et des associations tutélaires. On essaye de motiver les familles parce qu'il n'y a pas mieux. Si la famille n'est pas indigente et s'il y a quand même des capacités, des présences et un potentiel de disponibilité, on préfère hautement, et on a hautement désigné des familles à des mandataires professionnels. Voilà. On fait confiance aux familles. Voilà. On vérifie si elles sont en capacité, mais on fait pleinement confiance aux familles. Et que, à l'heure actuelle, peut-être que pas quelques années plus tard, mais je vous dis, à l'heure actuelle, la situation est très critique. Vraiment, on a du mal à désigner nos mandataires. Voilà. Voilà. C'était tout. Et il y aurait sûrement encore un moment. Mais... C'est pertinemment aussi la difficulté des familles concrètes, et on essaye d'éviter de vous rajouter des obligations. Voilà. On sait que le quotidien des familles sont difficiles, est difficile, et on est là pour vous accompagner et non pas pour vous remettre encore voilà, des ennuis sur le dos, mais on se doit, on a une mission à remplir de protection et de vérifier que la personne qui est habilitée remplit bien cette mesure. Voilà. Deux toutes petites questions rapides. Pour terminer, quelqu'un qui demande comment est-ce qu'on peut connaître le tribunal de proximité le plus près de son domicile. Alors, ce n'est pas le plus près. Le tribunal de proximité compétent est le tribunal de proximité du lieu de résidence du majeur. Ah, d'accord. Okay. D'accord? Déjà, ce n'est pas du domicile du requérant, c'est le domicile du majeur. Et là, vous allez sur, alors je ne me rappelle plus le titre du site, mais sur Internet, je ne me rappelle plus, je le fais enfin j'ai un lien automatique. C'est justice.fr, je pense que vous allez trouver le tribunal de proximité de votre lieu de résidence. Vous allez trouver facilement sur Internet. C'est le lieu de résidence du majeur. Oui. C'est le lieu de résidence du majeur. Et l'autre chose, c'est qui fixe le montant des sommes qu'on peut verser annuellement sur un contrat épargne handicap? C'est une question pratico-pratique, mais je pense que c'est pas ça. Il faut savoir si c'est une curatelle, une tutelle, d'accord? La curatelle, le juge des tutelles n'intervient pas, c'est le curateur et le majeur protégé qui gère le patrimoine. Et c'est quoi comme placement? C'est un contrat épargne handicap. C'est un placement? Oui. Lorsqu'on est en tutelle, si c'est un placement, il faut obtenir l'accord du juge des tutelles. Ça peut être donc
le juge de tutelle statue sur une demande. Il ne tranche pas. Vous ne pouvez pas demander au juge de tutelle, tiens, est-ce qu'il vaut mieux que je place en assurance vie ou sur un PEL? Le juge des tutelles n'est pas un conseiller en gestion patrimoniale. Vous devez lui présenter une proposition, une décision, et il va dire oui ou non. Donc, lorsque vous voulez faire des prélèvements systématiques, automatiques tous les mois, c'est possible. Pas besoin de faire des démarches, des requêtes mensuelles. Voilà, vous souhaitez placer 300 € par mois sur un compte de placement. Vous demandez l'autorisation, vous obtenez l'ordonnance d'accord ou de refus. Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Merci infiniment. Je pense qu'il peut y avoir des... Mais voilà, je pense que tout le monde aura apprécié et compris que le juge des tutelles est quelqu'un, ou le juge de proximité est vraiment une aide et une assistance précieuse, et que voilà, avec une humanité en tout cas qui vous caractérise. Donc merci On fait infiniment. de notre mieux, voilà. Merci. Merci. Alors, Merci. On a des milliers de procédures, de mesures, donc c'est vrai que voilà, mais on fait de notre mieux. mais écoutez, madame, en tout cas, je vais vous remercier infiniment pour votre présentation qui était très claire et très, très précise. Merci beaucoup pour tout ça. On a bien écouté. Il y avait beaucoup de personnes, puisque nous étions 61 personnes autour de vous au plus fort de la soirée. Et donc, je remercie tout le monde de vous avoir écouté. Merci infiniment. Je remercie Catherine et Michel, ainsi qu'Anaël, pour l'organisation de ce webinaire, qui était une chose très, très utile pour les familles. Encore merci et bonne soirée, bon week-end à tous. Merci. Merci beaucoup. Et bon courage à tout le monde. Au revoir à tous. Bonsoir, merci.